Le dimanche 29 mars 1997, à 19 h à Jacksonville, en Floride, un camion blindé se glisse à travers les grilles du dépôt de liquidités de Loomis Fargo, l'une des plus grandes entreprises de manutention et de transport d'espèces aux États-Unis. Sa coque renforcée porte le poids du commerce d'une ville, collecté dollar par dollar dans les magasins de détail débordant de foule du week-end de Pâques. Alors que les dernières entrées du journal de bord sont effectuées, les portes d'acier se referment derrière eux. Rien ne semble inhabituel. À l'intérieur, le chauffeur pointe et rentre chez lui comme prévu, laissant le coursier de second rang, Philip Noel Johnson, seul pour superviser le dernier transfert de routine de l'équipe, exactement comme le dicte la politique de l'entreprise. Il se déplace lentement et délibérément, familier avec chaque coin de ce bâtiment, chaque voie à cet étage et chaque seconde du protocole qui régit la fin de la journée. Et puis, dans un moment quelconque, il sort vers sa voiture personnelle, ouvre le coffre et en sort un sac de sport noir rempli non pas de vêtements de sport ou de collation, mais d'un revolver, de cordes, de rubans adhésifs et d'un plan 5 ans dans la préparation. Quand il rentre, il n'hésite pas. Il ne fait pas de discours ni ne crie pour attirer l'attention. Il sort simplement l'arme volée, la lève au niveau des yeux et croise le regard de Dan Smith, l'un des 2 gardes avec qui il a travaillé pendant des années, puis dit, calmement et sans inflexion, « Dos au mur, mains en l'air ». Au début, il pense que c'est une plaisanterie, jusqu'à ce qu'il voit l'expression sur son visage, et les secondes semblent des heures. Au moment où la porte du coffre-fort se referme derrière lui pour la dernière fois, Philip Johnson aura ligoté 2 collègues de travail, volé plus de 18,8 millions de dollars en liquide et disparu dans la nuit sans laisser de traces. Et au moment où le FBI arrive, l'homme au travail sans issue a déjà réalisé le plus grand braquage de liquidités en solo de l'histoire des États-Unis. Le plan semble simple, jusqu'à ce que vous compreniez que ce n'était pas vraiment une question d'argent. Philip Noel Johnson est coursier pour Loomis Fargo, et pendant la plupart des 10 années qu'il passe au poste, il fait ce qu'on attend de lui, ni plus, ni moins. Il ne hausse pas la voix, ne sème pas de troubles, n'arrive pas en retard, ou ne dit presque rien du tout, sauf pour vous dire à quelle heure se termine l'équipe, ou où empiler les sacs d'argent, et c'est généralement suffisant pour le garder invisible. Jour après jour, il marche seul dans les centres commerciaux et les devantures de magasins avec un pistolet à la ceinture et des sacs de toile sur l'épaule, collectant des milliers en liquide. En même temps, le chauffeur attend derrière un verre par balle, enfermé, silencieux et sous ordre strict de ne jamais ouvrir la porte sous pression, pour personne, même pas pour lui. Il gagne 7 $ de l'heure, mais ne reçoit pas de prime de risque, de prestations de santé, d'heures supplémentaires, de pension ou de plan de sortie. Et quand le soleil se couche et qu'il compte le poids de ce qu'il vient de transporter, parfois plus qu'il ne gagnera en une décennie, il ne se plaint pas au superviseur ou ne dépose pas de demande formelle. Il plie simplement son uniforme, ferme son casier et pointe avec le même visage qu'à l'arrivée. Mais à l'intérieur, quelque chose se construit. Il regarde de nouvelles recrues aller et venir, des collègues passer à de meilleurs emplois, les factures s'accumuler et les rêves se rétrécir. Et personne chez Loomis Fargo ne remarque que l'homme qui détient les clés du coffre-fort se retire lentement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce que Johnson ne fantasme pas, il planifie. Les enquêteurs apprennent plus tard qu'il a commencé à poser les bases dès 1992, forgeant des pièces d'identité, mémorisant les procédures, cataloguant les installations d'entreposage hors de l'État et testant combien de temps il faut pour charger une camionnette complète sans déclencher les alarmes. Il ne parle jamais de ce qu'il construit, ne le laisse jamais échapper, ni aux amis, ni à la famille, même pas aux collègues qu'il menottera un jour à un tuyau de placard.
Mais au moment où le 29 mars 1997 arrive, chaque seconde de son équipe est déjà comptabilisée. Il est juste après le coucher du soleil et l'entrepôt de Loomis Fargo est presque vide. Les dernières courses d'argent de la journée ont été livrées. Le camion blindé est garé. Le coffre-fort est empilé haut et la grille d'acier s'est refermée derrière le dernier des chauffeurs du week-end. Le dimanche de Pâques est à quelques heures. La sécurité est légère et tout semble routinier. Philip Johnson s'attarde près de la sortie, attendant, car la politique de l'entreprise dit que le coursier doit rester après le départ du chauffeur et rester sur site jusqu'à ce que le coffre-fort soit scellé, l'argent soit compté et toutes les entrées soient enregistrées. C'est un détail mineur, mais c'est le détail dont dépend le plan. À 18h58, il sort vers le parking des employés, ouvre son coffre et soulève le sac de sport qu'il avait préparé. À l'intérieur, il y avait des gants, du ruban adhésif, un revolver qu'il a pris du casier d'un autre garde, des menottes de rechange, de la corde et des bâches en plastique. Il rentre sans éveiller de soupçons et rencontre Smith, qui vérifie les registres du coffre-fort, tandis que Brown vérifie les reçus. Ils ont fait cette routine de fermeture 1 millier de fois auparavant, jusqu'à maintenant. Johnson franchit la porte, lève l'arme et donne un seul commandement. Dos au mur, main sur la tête. Ils marquent une pause et l'un d'eux demande s'il plaisante. Il ne répond pas et les dirige calmement et rapidement. L'instruction était de lier vos mains, vous allonger au sol, ne pas parler, et quand ils hésitent, ils pressent le canon de l'arme plus fort. En quelques minutes, les deux hommes sont ligotés avec des serre-câbles, menottés et face contre terre dans la salle du coffre-fort. Johnson vérifie le flux de sécurité, confirme que personne d'autre n'est à l'intérieur, puis disparaît par la porte latérale, seulement pour revenir quelques instants plus tard au volant d'une camionnette de l'entreprise, non marquée, avec l'arrière dégagé pour la cargaison. Il la recule dans le couloir du coffre-fort et commence à... Pas les pièces, et définitivement pas les petits billets. Juste des piles de dizaines, de vingtaines, de cinquantaines et de centaines. Soigneusement regroupés, non marqués, non séquentiels. Un sac à la fois. Il transfère l'argent du coffre-fort à la camionnette, les empilant à hauteur d'épaule, du sol au plafond, jusqu'à ce que l'intérieur soit rempli de sacs de toile contenant plus de 18 millions de dollars en poids silencieux. Il n'y a pas de précipitation car il est habitué au système et sait que la prochaine équipe arrivera le matin. Avant de partir, il ajuste les dernières pièces, prend son dossier personnel, enlève les bandes de sécurité et remet la minuterie du coffre-fort pour qu'elle ne s'ouvre pas avant dimanche après-midi. Puis, il déplace les 3 voitures, la sienne, celle de Smith et celle de Brown, hors du parking des employés, s'assurant que personne ne soupçonne que les gardes sont encore à l'intérieur. Finalement, il éteint les lumières, ferme la grille derrière lui et s'enfonce dans la nuit. La camionnette est remplie jusqu'au plafond, du sol au toit, avec des liasses d'argent en coupure de 10 et plus, empilés dans des sacs de toile qui contiennent maintenant plus d'argent que n'importe qui n'en a jamais volé seul dans l'histoire américaine. Il s'engage sur la route vide, avec 2 hommes ligotés à l'arrière, et rien sur son chemin que le silence d'une installation qui fonctionne parfaitement. Il ne conduit pas de manière imprudente ou rapide. Au lieu de cela, il se déplace avec le calme d'un homme qui sait que le changement d'équipe n'aura pas lieu avant le matin, que le coffre-fort ne s'ouvrira pas avant midi le lendemain et que personne, absolument personne, n'a encore de raison de croire que le bâtiment derrière lui est maintenant vide, violé et dépouillé de près de 19 millions de dollars d'argent fédéral. Ses collègues gisent menottés à l'arrière, les yeux couverts, les poignets coupés rouges par les liens, et leur respiration est superficielle. Leur voix reste calme. Johnson ne les menace pas, ne divague pas, ne crie pas. Il leur dit simplement quoi faire, étape par étape,
comme s'il suivait encore le protocole de l'entreprise, comme si toute cette opération n'était qu'un autre élément de la liste de vérification de fin de journée. Ils conduisent vers le nord toute la nuit, glissant à travers les jonctions d'autoroutes et les arrêts de carburant, où Johnson paie en liquide exact et évite les caméras sans effort. Il conduit la camionnette sur une courte distance jusqu'à sa maison. Il sort Brown de la camionnette, le menotte à un tuyau de placard et l'y laisse. Brown est un handicap dont il peut s'occuper plus tard, mais Johnson remonte dans la camionnette avec Smith et repart. Tandis que la camionnette ronronne contre l'asphalte, il brise le silence, non pas avec des menaces, mais avec quelque chose de plus étrange, une série de questions. Il veut savoir pourquoi Dan Smith ne l'a jamais invité à prendre une bière après toutes ces années à travailler les mêmes équipes, pourquoi personne ne l'a jamais invité à déjeuner, et pourquoi il passait chaque pause seul au bord de la table de la salle de pause. En contraste, les autres échangent des histoires et partagent des blagues, expliquant pourquoi il était toujours là, mais jamais parti de quoi que ce soit. Smith n'a pas de réponse, et Johnson n'insiste pas pour en avoir une, puis il se lance dans des diatribes sur son travail et sa vie. Pendant 10 ans, il a travaillé pour Loomis Fargo. 10 ans de salaire bas, sans avantages et sans heures supplémentaires. Il parle de l'indifférence de l'entreprise et de sa propre solitude. C'est une conversation bizarre. Il parle comme si Smith était un ami, un passager lors d'un voyage routier, pas un otage. C'est un moment de désespoir brut et nu. Il vient de voler des millions, mais est encore le même homme, piégé par les mêmes frustrations. L'argent n'est pas une solution. C'est une déclaration de violence grandiose. Et puis, au cœur du brouillard matinal quelque part à l'extérieur d'Asheville, la camionnette ralentit et quitte la route principale, s'engageant dans une installation d'entreposage tranquille, nichée derrière une rangée d'arbres sombres. Bien que Smith ne puisse pas voir les détails depuis l'endroit où il gît sous la couverture, il entend le son d'une porte métallique qui se lève, sans le changement de poids, alors que Johnson soulève les sacs, un par un, et les fait disparaître dans une unité à moins de 3 mètres, les scellant derrière une porte que personne ne pensera à vérifier pendant des mois. Et puis, quand l'argent est sécurisé et que la camionnette est à nouveau légère, Johnson conduit plus loin dans les collines, plus profondément dans le calme, jusqu'à ce que finalement, au bord d'une étendue boisée près des montagnes Blue Ridge, il s'arrête une fois de plus, emmène Smith dans les arbres, le menotte doucement à un tuyau, le laisse avec de l'eau, de la nourriture, des vêtements chauds et une promesse que dans 2 jours, quelqu'un viendra chercher. Il ne regarde pas en arrière et quand il repart, il ne laisse pas de traces. Avance rapide au dimanche de Pâques, qui commence comme tout autre matin de fête tranquille au complexe Loomis Fargo. Lumière tamisée qui s'allume, quelques arrivées précoces attendant devant les grilles verrouillées et un superviseur de sécurité fouillant dans un trousseau de clés maîtresses qu'il n'a jamais eu de raison d'utiliser jusqu'à maintenant. Parce que la porte d'entrée ne s'ouvre pas, l'alarme ne se désarme pas. Et plus importante encore, le coffre-fort ne répond pas. Le personnel était arrivé, s'attendant à la routine, mais ils se sont retrouvés debout devant une installation verrouillée qui n'aurait jamais dû être verrouillée de l'intérieur, regardant des systèmes qui ne devraient jamais être éteints sans avertissement et attendant une sauvegarde qui n'avait aucune idée qu'elle marchait dans les conséquences du plus grand travail intérieur de l'histoire des camions blindés. L'appel à la direction sort rapidement, suivi de l'appel à la police, et peu après, au FBI. Mais même les agents fédéraux, arrivant dans les heures de cette première ligne téléphonique qui devient morte, ne peuvent pas entrer immédiatement dans le coffre-fort, parce que Johnson a fait plus que disparaître. Il a truqué la minuterie, l'a réglé manuellement la nuit précédente pour retarder l'ouverture bien après-midi, s'achetant une demi-journée d'avance et forçant chaque enquêteur, technicien et membre du personnel senior à se tenir devant la scène de crime avec rien d'autre que des questions et un sentiment grandissant de crainte.
Le silence à l'intérieur est immédiat et total, quand il finalement outrepasse le délai. Et la porte du coffre-fort s'ouvre. Juste un espace, dépouillé de tout au-dessus des billets de 5 $. Chaque pile de pièces intacte, chaque liasse de grande valeur manquante, et aucune explication sauf 3 noms manquants sur le roster. Dan Smith, Terry Brown et Philip Noel Johnson. Trouver le premier indice n'a pas pris longtemps, car les bandes de surveillance et le dossier personnel de Johnson avaient disparu. Le FBI n'attend pas les théories. Ils agissent rapidement, signalant chaque flux de caméras dans la zone de Jacksonville, chaque location d'installation d'entreposage, chaque alias connu lié aux adresses précédentes de Johnson et chaque station-service ou point de contrôle d'autoroute entre la Floride et les Carolines, construisant un filet qu'ils espèrent n'avoir pas déjà été dépassé. Mais alors, juste comme ils commencent à chercher vers l'extérieur, un mot arrive de Caroline du Nord. Un garde forestier a récupéré un homme, secoué, fatigué et menotté, sortant des bois Blue Ridge avec une histoire que personne ne peut tout à fait croire. Dan Smith, l'un des 2 gardes manquants, est vivant et parle. Au moment où Dan Smith atteint le poste de garde forestier, il a été dans les bois pendant près de 2 jours, couvert de boue, déshydraté et portant encore le même uniforme Loomis Fargo dans lequel il avait pointé vendredi soir. Ses poignets sont à vif des menottes qu'il a réussi à crocheter en utilisant un couteau suisse qu'il gardait caché dans sa botte. Sa voix se brise d'épuisement alors qu'il essaie d'expliquer à l'homme derrière le bureau qu'il n'est pas un fugueur ou une menace ou un farceur. Il est un otage, juste libéré par le type qui a volé près de 20 millions de dollars à sa propre entreprise. L'appel arrive à Jacksonville juste avant midi. Un agent du FBI décroche la ligne, écoute le nom, les coordonnées et l'histoire et envoie une équipe de terrain au nord pour rencontrer Smith en personne. Ce qu'il leur dit n'est pas chaotique, ce qui était intriguant. Il décrit Philip Johnson comme calme, concentré et méthodique. Il n'a jamais crié, jamais paniqué et jamais expliqué plus que nécessaire. Il dit que la seule fois où sa voix a vacillé, c'était quand il a demandé pourquoi les autres au travail ne l'incluaient jamais dans quoi que ce soit, pourquoi personne ne l'invitait pour un verre, et pourquoi ils le regardaient toujours comme s'il ne faisait pas partie de l'équipe. Puis, il leur parle de la camionnette, des heures silencieuses de conduite dans la nuit, avec seulement le son des pneus et des sacs d'argent en plastique se déplaçant à l'arrière. Il leur parle de l'arrêt à Asheville, du son d'une porte métallique qui se lève, du poids des sacs traînés sur le béton et de l'absence de toute autre voix, ce qui dit au FBI ce qu'il soupçonnait déjà. Johnson n'avait pas d'aide. Il ne faisait pas partie d'une équipe, n'a pas partagé l'argent et n'a pas fui. Il l'a caché quelque part assez près pour y accéder, mais assez loin pour retarder la découverte. Quand les agents atteignent la maison de Johnson plus tard ce jour-là, ils trouvent le second otage, Terry Brown, encore vivant, encore menotté à l'intérieur du petit placard utilitaire où Johnson l'a laissé 18 heures plus tôt, ses poignets verrouillés à un tuyau, son corps faible, mais autrement indemne, avec de la nourriture, de l'eau en bouteille, et un avertissement de ne pas essayer de s'échapper. Les 2 hommes sont saufs, et les 2 hommes parlent. Et avec leurs déclarations enregistrées, le bureau a maintenant 2 faits qui comptent plus que toute autre chose. L'un est que Johnson est vivant et l'autre est que l'argent est encore quelque part en Caroline du Nord. Au moment où le FBI a interrogé les 2 gardes et vérifié leur chronologie, plus de 36 heures se sont écoulées depuis que le coffre-fort a été vidé et Philip Noel Johnson a disparu dans les montagnes. Bien que le bureau sache précisément comment le braquage a été réalisé, où l'argent a été vu pour la dernière fois, et quel type de camionnette il a conduite pour y arriver, il n'a aucune idée d'où il est maintenant. Chaque agence du Sud-Est est alertée, alors que les hélicoptères balaient bas au-dessus des contreforts Blue Ridge. En même temps, les agents infiltrés se déplacent discrètement à travers les terminaux d'autobus, les installations d'entreposage
et les aires de repos au bord de la route à travers 3 États. Le premier vrai indice vient d'un sergent de l'armée à Asheville qui appelle avec un tuyau sur une camionnette blanche Loomis Fargo abandonnée derrière un lot commercial. La fenêtre du conducteur est brisée, les clés sont encore dans l'allumage et il n'y a aucun signe de personne à l'intérieur. En quelques minutes, des dizaines d'agents fourmillent sur la scène, verrouillant toute la zone dans l'espoir que Johnson soit encore dans les parages. Mais au moment où ils trouvent le talon de billets sur le tableau de bord de la camionnette, ils savent qu'ils sont trop tard. Le talon est pour un voyage d'autobus aller simple vers Atlanta, et il est déjà parti. À l'intérieur de la camionnette, il n'y a pas d'argent, d'empreintes digitales, de carnet ou de reçu. Il n'y a que du plancher métallique propre et l'odeur persistante d'huile et d'échappement, sans piste pointant vers l'avant. Les recherches s'étendent. Le bureau croise tous les alias du passé de Johnson. Ils suivent de fausses pistes de la Floride au Texas. Ils ont même fouillé la frontière canadienne sur la base d'une rumeur qu'il avait été vu près de Toronto. Le problème n'est pas que Philip Johnson soit imprudent ou négligent, c'est qu'il est invisible. Il ne laisse aucune trace de carte de crédit, ne passe aucun appel téléphonique, évite tout contact avec sa famille et refuse de se vanter ou de diffuser quoi que ce soit qui pourrait le trahir. Et chaque fois que le FBI arrive pour poursuivre un possible signalement, il s'avère que c'est le mauvais homme, la mauvaise piste ou la bonne camionnette au mauvais endroit. Et pendant près de 5 mois, la piste reste froide. En coulisses, des agents supérieurs commencent à se préparer à la possibilité que Johnson ait obtenu ce qu'il voulait, que l'argent soit enterré, le nom effacé, et que l'homme qui gagnait autrefois 7 $ de l'heure boive maintenant son café sur une plage sous une nouvelle identité, regardant les gros titres sur lui-même à la télévision par satellite. Mais alors, le 30 août 1997, un message clignote sur le réseau du FBI. Un homme utilisant l'alias Roger Lauder vient d'être interpellé au Gateway International Bridge, à la frontière américano-mexicaine. Il était dans un bus en direction du Texas et il transportait un peu plus de 10 000 $ en liquide. 5 mois après le plus grand vol en solo de l'histoire américaine, Philip Noel Johnson monte dans un bus Greyhound en direction du nord, du Mexique vers le Texas. Sa barbe plus longue, ses cheveux plus fournis, son nom changé et son histoire répétée juste assez pour passer. Mais au Gateway International Bridge à Brownsville, l'agent des douanes et de la protection des frontières américaines, Virginia Rodriguez, monte dans ce bus comme elle le fait toujours, presse-papier en main. Elle est formée pour vérifier les documents et écouter les hésitations, les changements de voix, les regards de côté et les petits signes humains révélateurs que la paperasserie ne montre pas. Elle s'arrête devant un homme assis près de l'arrière qui prétend revenir d'une visite à des amis au Mexique pendant 2 semaines. Tout chez lui, son ton calme, sa posture tranquille, le permis de conduire de Caroline du Nord dans sa main, semble juste assez proche de la normalité pour passer, sauf la façon dont il le dit, un peu trop poli, un peu trop lent, comme s'il essayait de se souvenir à quoi son visage est censé ressembler quand il dit la vérité. Rodriguez n'élève pas la voix, ni n'appelle de renfort. Elle remet simplement le permis à son partenaire et lui demande de le vérifier dans la base de données NCIC pendant qu'elle continue son inspection. Elle ouvre les bagages de l'homme au même rythme régulier qu'elle utilise pour chaque passager de chaque autre bus. Elle trouve plus de 10 000 $ américains en liquide, soigneusement empilés en rouleaux attachés par des élastiques dans son sac. Ce n'est pas illégal en soi, mais c'est suffisant pour justifier des questions, surtout quand c'est associé à un homme qui n'arrête pas de cligner des yeux quand il dit « juste en visite ». Et puis son partenaire revient, sans mots, juste un hochement de tête silencieux et une impression en main. Confirmant que le nom sur le permis, Roger D. Lauder, n'est pas réel, que l'homme assis tranquillement dans le bus
est en fait Philip Noel Johnson et que le dossier lié à sa vraie identité ne lève pas seulement un drapeau rouge, il illumine l'écran avec une seule ligne en gras, type impossible à manquer. Extradera de n'importe où dans le monde. Johnson est placé en garde à vue sans incident, sans protestation et sans poser une seule question sur ce qui l'a trahi. Le vol est terminé, mais l'argent manque toujours. Et quand les agents fédéraux arrivent pour l'interroger, offrant une réduction de peine, des accords de négociation et un levier juridique en échange du retour de l'argent, Johnson ne dit rien, convaincu que son box de stockage en Caroline du Nord reste intact, invisible et en attente. Mais il ne réalise pas que la piste qu'il pensait avoir enterrée est déjà en train d'être déterrée. Parce que quand les enquêteurs fouillent la chambre qu'il avait louée à Mexico, ils trouvent un morceau de papier jaune enfoui entre des reçus épars et des papiers jetés. C'est petit, décoloré et facile à négliger. Juste un autre bout de papier enfoui dans une pile de reçus oubliés. Pourtant, pour les agents qui fouillent la chambre louée à Mexico, c'est exactement ce qu'ils espéraient trouver. Un reçu de Mountain Home Mini Storage daté de la semaine du vol. Et pour eux, c'est tout ce dont ils ont besoin. Juste après 2 heures du matin, le 17 septembre, une paire d'agents du FBI soulève la porte roulante en acier de l'unité 147, à 15 miles au sud d'Asheville, et entre dans un casier en béton rempli du sol au plafond de toile noire, des sacs Loomis Fargo, intacts, non marqués, et toujours empilés comme Johnson les avait placés 5 mois plus tôt. Ils comptent chaque dollar, ce qui représente un total de 18,8 millions de dollars, moins environ 100 000 dollars. À côté, plié soigneusement dans un bac en plastique, se trouve un exemplaire de « Si je suis si merveilleux, pourquoi suis-je encore célibataire ?» un livre de poche sur la dépression clinique et les derniers fragments d'un homme qui a disparu pour un rêve que personne d'autre ne croyait qu'il pourrait réaliser. Plus tard, sous la pression, Johnson révèle encore 65 000 dollars, cachés dans 8 comptes bancaires mexicains. Avec presque tout l'argent récupéré, 2 otages vivants et coopératifs, une piste de documents qui s'étend sur 5 ans et une arrestation directe liée à un mandat fédéral, Philip Noel Johnson plaide coupable sans argument pour vol à main armée, enlèvement, blanchiment d'argent et violation du commerce interétatique sous la loi Hobbs, des charges qui, empilées ensemble, portent une peine maximale de prison à vie et une amende d'1 million de dollars. Cependant, le nombre réel qu'il reçoit est à la fois symbolique et écrasant. 25 ans dans un établissement correctionnel fédéral, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a 33 ans quand il réalise le vol, 56 au moment où il sort de prison. Et à ce moment-là, la plupart des gens ont déjà oublié son nom. Le juge ne demande pas pourquoi il l'a fait, parce que les preuves parlent plus fort que l'intention, et parce que Johnson lui-même ne témoigne jamais, n'explique jamais, ne montre jamais de remords, et n'essaie jamais de transformer l'histoire en quelque chose de plus noble que ce que c'était. Un homme qui a passé une décennie sous-payé, non reconnu, et s'est lentement convaincu que repartir avec 18,8 millions de dollars n'était pas seulement possible, mais juste. Il est condamné à payer 59 834 dollars et 70 centimes de dédommagement à Loomis Fargo. Et cette dette est remboursée lentement, non pas par des comptes ou des avoirs, mais par le travail en prison. Johnson gagne moins d'$1 de l'heure en passant la serpillière, pliant des uniformes et effectuant des travaux de ménage à l'intérieur d'un établissement qui ne ressemble en rien au coffre-fort qu'il a un jour vidé. Il ne devient pas une figure culte ou une célébrité de prison. Il n'est qu'un autre détenu silencieux, avec un numéro sur la poitrine et une histoire qui s'estompe chaque année jusqu'à devenir une note de bas de page dans les papiers du bureau des prisons et les archives locales de Jacksonville. Johnson est sorti de prison le 3 octobre 2019, après avoir purgé 21 ans.
Il est un homme libre, mais l'histoire du gardien à 7 $ de l'heure qui a défié le système est gravée dans l'histoire. Il est devenu un héros populaire pour beaucoup, un symbole de l'opprimé se battant contre une corporation sans visage. Il entre dans un monde de smartphones, de services de streaming, de scanners biométriques et de banques numériques. Ce monde a tellement dépassé l'argent liquide que le type de crime qu'il a commis semble presque antique, presque analogique, comme une histoire racontée d'une autre époque. L'argent est récupéré et le criminel est puni. Mais pendant quelques mois, Philip Johnson a montré qu'un homme ordinaire avec un plan de 5 ans et un ressentiment profondément enraciné pouvait devenir une légende. Voici la vraie histoire de la prise la plus dangereuse de l'histoire du FBI. L'argent n'était pas le but, ça ne l'a jamais été. Et le dernier enregistrement connu de Philip Noel Johnson se termine de la même façon que son plan a commencé. Tranquillement, sans que personne ne regarde, et personne n'étant vraiment sûr de ce qu'il voulait dès le début.